Abandonnée la nuit de Noël. Un père célibataire s'approche d'elle et lui dit 2 mots qui changent tout. Avant de commencer, j'adore voir cette communauté grandir. N'hésitez pas à vous présenter ci-dessous. La neige tombait comme des cendres éparpillées sur Jardin du Luxembourg, chaque flocon captant la pâle lueur des lumières de Noël, suspendues aux érables dénudés. Victoria Chen avait cessé de sentir le froid environ 47 minutes auparavant. À peu près au même moment, Marcus avait retiré sa main de la sienne et prononcé les mots qui avaient brisé 3 années d'un avenir soigneusement construit. « Je ne peux pas faire ça, Victoria. Je ne suis pas venu ici pour te regarder mourir. » Elle n'avait pas crié, ni supplié. Victoria Chen, PDG de Meridian Pharmaceuticals, avait simplement regardé l'homme qu'elle aimait lui tourner le dos et s'éloigner dans la neige, ses pas disparaissant dans l'obscurité de la veille de Noël, comme s'il n'avait jamais existé. La bague de fiançailles, un diamant parfait de 4 carats, qu'elle avait choisi elle-même parce que Marcus disait toujours qu'elle avait meilleur goût que lui, restait serré entre ses doigts gelés. Le banc sous elle était en fer, peint en vert, du genre de ceux que l'on trouve dans tous les parcs de Paris depuis les années 1800. Elle était passée devant ces bancs des milliers de fois au cours de ses 30 années d'existence, sans jamais imaginer qu'elle deviendrait le genre de femme qui s'assoit seule sur l'un d'eux la veille de Noël, abandonnée et mourante. 6 mois, peut-être 8 si les traitements expérimentaux fonctionnaient. Le docteur Patterson avait posé son diagnostic avec une précision clinique. Glioblastome multiforme, inopérable, la tumeur était logée dans son cerveau comme un invité indésirable qui refusait de partir, grandissant lentement mais inévitablement vers le moment où elle lui prendrait tout. Elle l'avait annoncé à Marcus 2 heures plus tôt dans la salle à manger privée de l'Espalier, entourée de nappes blanches et de champagne. Elle avait répété son discours pendant 3 jours. Elle s'était préparée aux larmes, aux questions, aux longues conversations difficiles sur les options de traitement et la qualité de vie. Elle ne s'était pas préparée à le voir se lever, poser sa serviette sur la table et sortir sans un mot. Le personnel du restaurant avait fait semblant de ne pas remarquer qu'elle avait payé l'addition. Le voiturier avait fait semblant de ne pas remarquer qu'elle refusait sa voiture et commençait à marcher dans la neige sans but précis. Et maintenant, l'univers lui-même semblait faire comme si elle n'existait pas. La ville faisait la fête autour d'elle tandis qu'elle restait assise, figée sur ce banc, incapable de se rappeler pourquoi elle devrait se donner la peine de se relever. Son téléphone avait vibré 17 fois au cours de l'heure précédente. Victoria l'avait éteint après le 3e appel. Personne ne pouvait dire quoi que ce soit qui changerait la vérité fondamentale de sa situation. Elle avait 30 ans, valait environ 400 millions de dollars et était complètement, totalement seule. Les larmes avaient gelé sur ses joues. Dans une partie lointaine et clinique de son esprit, elle reconnaissait les premiers signes d'hypothermie, mais cette connaissance lui semblait abstraite, déconnectée du poids qui pesait sur sa poitrine. Elle ferma les yeux. À environ 3 kilomètres de là, dans un appartement exigu au-dessus d'une laverie automatique à Belleville, Daniel Morrison essayait de se rappeler comment espérer. Le papier d'emballage avait coûté 97 cents au magasin à $1, et il avait dû coller 3 morceaux ensemble pour recouvrir la poupée d'occasion qu'il avait trouvée chez Goodwill. L'œil gauche de la poupée ne se fermait pas correctement lorsqu'on la couchait, et ses cheveux étaient légèrement emmêlés à l'arrière. Mais elle portait une robe bleue que Grace avait montrée du doigt à travers la vitrine du magasin 3 semaines auparavant. Et cela comptait. « Papa, le Père Noël va venir ce soir ?» Grace se tenait dans l'embrasure de la porte, son petit corps englouti dans le maillot des Patriotes, trop grand qu'elle utilisait comme pyjama. Elle avait 5 ans, les yeux sombres et le menton obstiné de sa mère. Et chaque fois que Daniel la regardait, il ressentait à la fois un amour incroyable et un chagrin incroyable. « Le Père Noël vient toujours pour les gentilles filles, » dit Daniel, forçant une gaieté qu'il ne ressentait pas. « Et tu as été la meilleure fille de toute l'année. » Grace acquiesça solennellement. À 5 ans, elle croyait encore totalement au Père Noël, à la magie, à la bonté fondamentale d'un monde qui lui avait enlevé sa mère alors qu'elle n'avait que 2 ans. Daniel enviait cette foi, même s'il se battait désespérément pour la protéger. « Je lui ai laissé des biscuits, » annonça Grace, « et je lui ai écrit une lettre. » Daniel sentit sa poitrine se serrer. Il savait ce que disait la lettre, car Grace lui avait demandé de l'aider à épeler les mots. Elle n'avait pas demandé de jouets ni de poupées. Elle n'avait demandé qu'une seule chose au Père Noël, que son papa ne soit plus triste. Il traversa la pièce et s'agenouilla devant elle, la serrant dans ses bras. « Je ne suis pas triste, ma chérie. Je t'ai toi, n'est-ce pas? Parfois,
Tes yeux semblent tristes, comme quand tu regardes la photo de maman. Daniel déglutit péniblement. Sarah était partie depuis 3 ans maintenant, tuée par un conducteur ivre pendant que Daniel travaillait à son 2e emploi à l'entrepôt. Il empilait des cartons lorsque sa femme était morte seule sur l'autoroute. Et cette pensée vivait dans sa poitrine comme un éclat de verre, le transperçant chaque fois qu'il respirait trop profondément. « Papa, parfois, maman lui manque, dit-il avec précaution. Mais que quelqu'un nous manque, ce n'est pas la même chose qu'être triste. » Il l'aborda dans son lit, le matelas jumeau étroit qu'ils avaient acheté d'occasion. Les draps étaient propres, la couverture chaude, et Grace serrait contre elle le lapin en peluche qui avait été le dernier cadeau de Sarah, acheté 3 jours avant l'accident. « Papa, tu vas chanter la chanson ?» Daniel hésita. C'était la chanson de Sarah, une berceuse qu'elle avait composée pendant les premiers mois difficiles de Grace, et la chanter lui donnait toujours l'impression d'appuyer sur une blessure. Mais Grace demandait si rarement quelque chose. Il chanta doucement, regardant les yeux de sa fille se fermer. Au 2e couplet, elle était endormie, une petite main serrant toujours l'oreille usée du lapin. Daniel se leva lentement, le dos endolori par la double garde qu'il avait effectuée à l'hôpital. En tant que concierge au Massachusetts General, il nettoyait les salles d'opération, lavait les sols des couloirs et vidait les poubelles remplies des détritus de la vie et de la mort. C'était un travail honnête, stable, mais qui lui rapportait à peine de quoi payer son loyer et sa nourriture. Ce soir-là, cependant, il avait réussi quelque chose qui s'apparentait à un miracle. La poupée, une petite boîte de sucre d'orge et, dans le réfrigérateur, les ingrédients pour le petit déjeuner au pancake que Grace adorait, avec du vrai sirop d'érable. Il enfila son manteau, la même veste d'hiver qu'il portait depuis 6 ans, rapiécée 2 fois au coude, et vérifia son portefeuille. Il lui restait 11 $ jusqu'à vendredi. Madame Patterson, qui habitait en bas, avait accepté de veiller sur Grace. Sa porte était entr'ouverte au cas où la petite fille se réveillerait. Daniel avait appris que parfois, un homme avait besoin d'espace pour respirer sans que de petits yeux ne le regardent lutter. Les rues étaient calmes tandis qu'il marchait. Les lumières de Noël clignotaient aux fenêtres, projetant des ombres colorées sur la neige. Daniel arriva au parc et s'assit sur un banc, ignorant le froid qui s'infiltrait à travers son jean usé. Il pensa à Sarah, à la veille de Noël qu'ils avaient passé ici 7 ans auparavant, jeune, stupide et profondément amoureux. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il faillit ne pas la remarquer. La femme était assise sur un banc à environ 10 mètres de lui, immobile comme une statue, son manteau coûteux recouvert de neige sur les épaules. Même à cette distance, Daniel pouvait voir que quelque chose n'allait pas. L'immobilité absolue de sa posture, la façon dont sa tête pendait vers l'avant comme une marionnette dont les fils auraient été coupés. Son premier réflexe fut de détourner le regard. Après tout, c'était Paris. Mais elle bougea légèrement et Daniel aperçut des larmes sur ses joues et quelque chose en lui changea. Il reconnaissait ce genre d'immobilité. Il l'avait lui-même ressenti dans les jours qui avaient suivi les funérailles de Sarah, lorsque le poids du chagrin était si lourd que même respirer semblait demander trop d'efforts. Il s'était assis exactement comme ça, sur exactement ce genre de banc, voulant désespérément que quelqu'un le remarque. Personne ne l'avait fait. Daniel se leva lentement. Il traversa l'herbe recouverte de neige en direction de la femme, ses pas crissant dans le silence. Une partie de lui criait de faire demi-tour. Mais une partie plus importante, celle qui croyait encore en la gentillesse malgré tout, le poussait à avancer. Il s'arrêta à quelques mètres de son banc. De près, il pouvait voir qu'elle était belle, comme le sont souvent les gens riches, raffinés, parfaites, vêtus de vêtements qui coûtaient plus cher que son loyer mensuel. Ses mains étaient nues malgré le froid et quelque chose brillait entre ses doigts gelés. Une bague de fiançailles. Elle ne leva pas les yeux, ne remarqua pas sa présence. Elle restait simplement assise, le regard perdu dans le vide. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Daniel comprit soudain que cette femme était en train de se noyer. Pas dans l'eau, mais dans quelque chose d'aussi mortel. Le genre de désespoir qui vous fait oublier que vous voulez survivre. Il pensa à s'éloigner. Puis, il s'assit sur le banc à côté d'elle, laissant une distance respectueuse entre eux, et prononça les seuls mots qui lui venaient à l'esprit. 2 mots, des mots simples, les mots qu'il avait désespérément besoin d'entendre il y a 3 ans, lorsque le chagrin l'avait envahi et que personne n'avait pris la peine de le remarquer. « Je vous vois ». Victoria Chen leva lentement la tête, ses yeux se posant sur lui pour la première fois. Et à cet instant, sur ce banc gelé de jardin du Luxembourg, 2 personnes brisées commencèrent lentement à se sauver mutuellement. Les mots flottaient dans l'air glacial entre eux, simples et étranges, mais étrangement justes. Victoria
fixa l'homme à côté d'elle, cet inconnu vêtu d'un manteau rapiécé, aux yeux fatigués et à la voix douce, et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Qu'avez-vous dit ? Je te vois. » La voix de Daniel était douce, presque apologétique. « Je sais que cela peut paraître étrange, mais tu avais l'air d'avoir besoin d'être vue. » Victoria ouvrit la bouche pour répondre, pour le renvoyer, pour lui demander de partir, pour faire preuve de cette froide efficacité qui lui avait si bien servi dans les salles de réunion. Mais les mots ne sortirent pas. Au lieu de cela, elle s'entendit dire quelque chose qu'elle n'avait jamais avoué à personne. « Personne ne m'a vu depuis très longtemps. » Daniel acquiesça lentement, comme si cela lui semblait tout à fait logique. « Je connais ce sentiment, comme si vous vous trouviez dans une pièce remplie de gens qui crient et que personne ne vous entend. » Oui, exactement comme ça. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, tandis que la neige recommençait à tomber en flocons légers et épars. « Je m'appelle Daniel, » dit-il finalement. « Et je ne sais pas ce qui vous est arrivé ce soir, mais je connais ce regard dans vos yeux. Je l'ai porté longtemps après la mort de ma femme. » « Votre femme ? Il y a 3 ans ? Accident de voiture. » La voix de Daniel était calme, exercée, adoucie par la répétition. Elle rentrait chez elle après avoir rendu visite à sa mère. « Je faisais un double service à l'entrepôt. Je ne l'ai su que lorsque l'hôpital m'a appelé. » Victoria observa son profil pendant qu'il parlait. La façon dont sa mâchoire se crispait sur certains mots, le contrôle minutieux qu'il exerçait sur son expression. « Je suis désolée, » dit-elle, et elle le pensait plus sincèrement qu'elle n'avait rien pensé depuis des mois. Ça devient plus facile. Pas mieux, mais plus facile. On apprend à vivre avec ce qui manque. Il se tourna pour la regarder directement. « Mais ce soir, il ne s'agit pas de moi. Que vous est-il arrivé ?» La question aurait dû sembler indiscrète. Venant de n'importe qui d'autre, elle l'aurait été. Mais Daniel la posa avec une sincérité si simple que Victoria se surprit à répondre spontanément. « Mon fiancé m'a quitté ce soir au dîner quand je lui ai dit que j'étais en train de mourir. » Daniel ne poussa pas de cri, ne s'exclama pas et ne fit pas de platitude. Il attendit simplement. « J'ai une tumeur au cerveau, » continua Victoria. « Inopérable. Les médecins disent 6 mois, peut-être 8 avec un traitement. J'ai pensé que Marcus devait le savoir avant le mariage. Je pensais qu'il méritait de prendre une décision en connaissance de cause. » Elle rit amèrement. Apparemment, sa décision a été de partir sans un mot. C'est un lâche. La franchise de Daniel l'a surpris. « Je suis en train de mourir. Je peux comprendre qu'il ne veuille pas de ça. »« C'est un lâche, » répéta Daniel fermement. « Un vrai homme n'abandonne pas quelqu'un parce que les choses deviennent difficiles. Un vrai homme s'accroche davantage. » Sa voix se brisa légèrement. « J'aurais donné n'importe quoi pour passer un jour de plus avec Sarah. 1 heure de plus. Et cet homme avait le choix. Il avait le temps et il a choisi de fuir. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. » Victoria sentit les larmes monter à nouveau, mais cette fois-ci, elles étaient différentes. Moins comme une noyade et plus comme de la pluie. « Je n'avais jamais pensé à ça parce que tu te blâmes. Tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal, si peut-être tu méritais d'être quitté. » Daniel croisa son regard. « Je le sais parce que j'ai fait la même chose après la mort de Sarah. Je me suis convaincu que c'était ma faute parce que j'avais travaillé cette nuit-là et que je n'étais pas là. Était-ce ta faute ? Non. Mais il m'a fallu 2 ans et beaucoup de nuits blanches pour l'accepter. » Il sourit tristement. « Les personnes que nous perdons, celles qui nous quittent, nous ne pouvons pas contrôler leur choix. Nous ne pouvons contrôler que notre réaction. » Victoria baissa les yeux vers la bague, toujours serrée dans sa main glacée. « Je ne sais pas comment réagir à cela. J'ai passé toute ma vie à tout contrôler, à bâtir mon entreprise, à gérer tout dans les moindres détails. Et maintenant, dit-elle en faisant un geste vague, tout cela n'a plus d'importance. Il me reste 6 mois à vivre, 400 millions de dollars, et personne qui se soucie vraiment de savoir si je vis ou si je meurs. » Daniel resta silencieux pendant un long moment. « J'ai une fille, Grace. Elle a 5 ans, elle dort en ce moment, à 2 pâtés de maison d'ici, et elle rêve du Père Noël et de la poupée que j'ai emballée dans du papier journal parce que je n'avais pas les moyens d'acheter du vrai papier d'emballage. » Il fit une pause. « Ce soir, c'est la veille de Noël. J'ai 11 dollars dans mon portefeuille. J'ai mal au dos après avoir passé 14 heures à nettoyer les sols de l'hôpital. Et je suis assis dans un parc, dans le froid glacial, parce que parfois, le poids devient trop lourd à porter entre 4 murs. » Victoria se tourna vers lui pour le regarder en face, le voyant clairement pour la première fois. Les rides d'épuisement autour de ses yeux, la dignité tranquille sous ses vêtements usés. « Pourquoi me racontez-vous tout cela ? Parce que vous avez dit que personne ne se souciait de savoir si vous viviez ou mouriez. Et je voulais que vous compreniez que je suis assise ici en ce moment même et que je m'en soucie. Je ne te connais pas. Je ne connais ni ton nom, ni quoi que ce soit d'autre sur ta vie.
Mais je me soucie de savoir si tu survivras à cette nuit, à cette douleur et à tout ce qui suivra. » Sa voix était douce mais ferme. Cela doit compter pour quelque chose. La simplicité de ces mots la bouleversa complètement. Victoria Chen, qui n'avait pas pleuré devant quelqu'un d'autre depuis les funérailles de son père 8 ans auparavant, se mit à sangloter. De grands sanglots déchirants qui secouaient tout son corps. Et Daniel, cet inconnu aux yeux bienveillants et au manteau rapiécé, fit quelque chose que personne n'avait fait depuis des années. Il s'approcha et ouvrit les bras, offrant son réconfort sans rien attendre en retour. Et Victoria se jeta dans ses bras comme une femme en train de se noyer qui trouve le rivage. Il la serra dans ses bras pendant qu'elle pleurait, sa main dessinant de lents cercles sur son dos, sa présence solide et chaleureuse contre le froid. Il ne parla pas, n'essaya pas de réparer quoi que ce soit. Il la serra simplement dans ses bras, témoin de son chagrin, partageant son fardeau sans se plaindre. Lorsque ses larmes se calmèrent enfin, Victoria s'écarta, soudainement gênée. « Je suis désolée. J'ai abîmé votre manteau, Morrison. Daniel Morrison. » Il sourit et son expression transforma son visage fatigué en quelque chose de presque beau. « Et vous n'avez rien abîmé. » Les larmes s'effacent. « Je m'appelle Victoria. Victoria Chen. » Une lueur de reconnaissance passa sur son visage. « Chen ? Comme la société pharmaceutique ? Mon père l'a fondée. J'ai pris la relève à sa mort. » Elle rit faiblement. « Ironique, n'est-ce pas ? Je possède une société qui fabrique des médicaments contre le cancer. Et je ne peux pas me sauver moi-même. La vie est pleine d'ironie cruelle. » La voix de Daniel trahissait le poids de son expérience personnelle. « Quand Sarah est morte, je travaillais dans un entrepôt qui expédiait des fournitures médicales, des boîtes remplies d'équipements qui sauvaient des vies chaque jour. Mais je n'ai pas pu sauver la sienne. » Ils restèrent à nouveau assis en silence. Mais cette fois-ci, ce silence semblait partagé plutôt que solitaire. Deux personnes qui s'étaient rencontrées par hasard dans l'obscurité, reconnaissant chez l'autre les mêmes blessures qu'elle portait en elle. « Comment était-elle » demanda Victoria. « Votre femme ?» Le visage de Daniel s'adoucit. Sarah était un rayon de soleil incarné. Elle riait de tout, surtout des choses qui n'étaient pas drôles. Elle ne savait pas cuisiner, mais insistait pour essayer quand même. Elle chantait faux sous la douche et croyait sincèrement que les gens étaient fondamentalement bons. « Crois-tu toujours que les gens sont bons ? Je crois que les gens sont capables à la fois d'une cruauté et d'une gentillesse extraordinaire, et que nous choisissons chaque jour laquelle embrasser. » Il la regarda. « Ce soir, un homme a choisi la cruauté en te quittant, mais tu y as survécu. Tu es toujours là. Cela signifie quelque chose. » Victoria réfléchit attentivement à ces paroles. Dans son monde, la survie était une stratégie commerciale. Mais Daniel parlait d'un autre type de survie, celui qui consistait simplement à continuer de respirer, alors que chaque respiration était comme un morceau de verre brisé. « Je ne sais pas comment faire, » admit-elle. « J'ai passé toute ma vie à construire mon avenir. Et maintenant, je n'ai plus d'avenir à construire. Alors peut-être est-il temps d'arrêter de construire et de commencer à vivre. Qu'est-ce que cela signifie ?» Daniel se leva lentement et lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Cela signifie que vous êtes assise sur un banc gelé la veille de Noël, en train de pleurer pour un homme qui ne mérite pas vos larmes, au lieu d'être dans un endroit chaud. Cela signifie que vous avez 6 mois, peut-être 8, et que vous les gaspillez à pleurer quelqu'un qui a choisi de ne pas rester. » Victoria fixa sa main, rugueuse et calleuse à force d'années de travail physique, si différente des mains manucurées des hommes de son cercle social. La prendre ressemblait à un choix. Elle la prit. Sa poignée de main était chaude et ferme, tandis qu'il l'aidait à se lever. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Ce matin peut-être. C'est trop long. » La voix de Daniel avait quelque chose de paternel. « Il y a un restaurant à 2 pâtés de maison d'ici, chez Santino. Ils sont ouverts toute la nuit. Laisse-moi t'offrir une tasse de café et quelque chose à manger. » L'offre était tellement absurde que Victoria faillit éclater de rire. Un homme avec 11 $ en poche qui lui proposait de lui offrir à dîner. « Je ne peux pas vous laisser faire ça. J'ai de l'argent. Je paierai. » « Non. » La voix de Daniel était ferme. « Ce soir, vous avez besoin que quelqu'un prenne soin de vous. Même si ce n'est qu'un café et un sandwich, laissez-moi faire ça. » Victoria voulait discuter. Elle avait passé toute sa vie adulte à refuser toute aide, prouvant qu'elle n'avait besoin de personne. Mais quelque chose dans l'insistance tranquille de Daniel rendait toute discussion inutile. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais juste un café. » Daniel sourit. « Nous commencerons par un café. Une chose à la fois. » Le Santino's Diner se trouvait à l'angle de West Broadway et de Belleville Street. Un vestige tenace d'une époque où les diners étaient des lieux de rassemblement communautaire plutôt que des décors pour Instagram.
L'enseigne au néon bourdonnait et clignotait, projetant des ombres roses et bleues sur la neige. Daniel lui tint la porte, un petit geste qui lui sembla monumental. À quand remonter la dernière fois où quelqu'un lui avait tenu la porte sans attendre quoi que ce soit en retour? La chaleur à l'intérieur la frappa comme une force physique, et Victoria réalisa qu'elle tremblait. Pas seulement à cause du froid, mais aussi à cause du choc accumulé. Une serveuse d'une 60aine d'années leva les yeux de derrière le comptoir, son visage s'illuminant d'un plaisir sincère à la vue de Daniel. « Dany, joyeux Noël, mon chéri, où est ton ange ?»« Elle dort, Madame Santino. J'avais juste besoin de sortir un moment. » Daniel guida Victoria vers une banquette dans le coin au fond. « Voici mon amie Victoria. On peut avoir 2 cafés et tout ce qui est chaud, tout de suite. » Les yeux de Madame Santino s'attardèrent sur le manteau coûteux et le visage baigné de larmes de Victoria. Mais elle ne posa aucune question. La banquette était exiguë et usée, la table marquée par des décennies d'utilisation. Que diriez-vous à la place de Daniel? Je te vois, ou autre chose. Partagez vos idées dans les commentaires. Victoria se glissa en face de Daniel, soudain consciente de son apparence déplacée. Des vêtements de marque dans un restaurant populaire, des diamants à ses doigts, tandis que l'homme en face d'elle comptait ses pièces de monnaie. « Vous êtes un habitué ici, remarqua-t-elle. Madame Santino connaissait ma femme. Elle nous a nourris gratuitement la première semaine après la mort de Sarah. Elle n'a rien voulu accepter. » La voix de Daniel était chaleureuse et affectueuse. « Parfois, quand Grace est chez ma voisine, je viens ici juste pour me rappeler ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui prend soin de moi. » Son aveu était si sincère que Victoria sentit sa gorge se serrer. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Vous ne me connaissez pas. Vous n'avez rien à y gagner. » Daniel réfléchit sérieusement à la question. « Savez-vous ce qui m'a d'abord frappé chez vous dans le parc? Mon manteau coûteux, vos mains. Vous teniez cette bague si fermement que vos jointures étaient blanches. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui se bat pour conserver quelque chose qu'il a déjà perdu. » Il croisa son regard. « Je l'ai reconnu parce que j'ai passé 1 an à tenir la bague de mariage de Sarah de la même manière. Je ne pouvais pas la poser, je ne pouvais pas la porter, je ne pouvais pas la jeter. Qu'avez-vous fait, finalement? Je l'ai mise sur une chaîne autour de mon cou. » Il toucha sa poitrine, où Victoria pouvait voir la silhouette floue de quelque chose sous sa chemise. « Près de mon cœur, mais sans m'empêcher de bouger les mains. Il y a des choses que nous devons porter, mais nous pouvons choisir comment. » Madame Santino arriva avec 2 tasses de café fumantes et une assiette de sandwich au fromage fondu coupé en triangle. « La cuisine ferme dans 1 heure, mais prenez votre temps. »« Et Dany, » dit-elle en lui serrant l'épaule, « ta maman serait fière de toi. » Elle s'éloigna, et Victoria fixa la nourriture sans la voir. « Ta mère ?» Quelque chose passa sur le visage de Daniel. Une douleur rapidement maîtrisée. « Elle est décédée quand j'avais 17 ans. D'un cancer, en fait, des ovaires. Quand ils l'ont découvert, il n'y avait plus rien à faire, sauf attendre. » La coïncidence frappa Victoria comme un coup. « Daniel, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. Comment aurais-tu pu? Comment? Nous venons de nous rencontrer. » Il poussa l'assiette vers elle. « Mange quelque chose. Ça fait trop longtemps. » Victoria prit un triangle de fromage grillé, plus pour lui faire plaisir que par faim. Mais la première bouchée réveilla quelque chose de primitif. Elle était affamée, réalisa-t-elle. « C'est incroyable, » dit-elle, sincèrement. Une cuisine simple préparée avec soin. Daniel but une gorgée de café. « Ma mère disait que l'amour était l'ingrédient secret de toutes les recettes. Je n'ai compris ce qu'elle voulait dire qu'après son départ. Vous avez perdu votre mère et votre femme. Comment faites-vous pour continuer à vivre ?» La question sembla le prendre au dépourvu. Il resta silencieux pendant un long moment, fixant sa tasse de café. « Pendant un certain temps, je n'ai pas pu, » finit-il par dire. « Après la mort de Sarah, je suis tombé dans une profonde dépression. Je ne pouvais plus manger, ni dormir, ni trouver un sens à quoi que ce soit. J'avais une fille de 2 ans qui avait besoin de moi, et j'arrivais à peine à sortir du lit. Qu'est-ce qui a changé? Grace est tombée malade. Une otite, rien de grave, mais elle pleurait, avait de la fièvre et appelait sa maman. Et j'ai dû, s'interrompit-il en déglutissant péniblement, j'ai dû être là. J'ai dû la prendre dans mes bras et être le parent dont elle avait besoin, car j'étais tout ce qui lui restait. Et quelque part au cours de cette longue nuit, en la berçant dans le fauteuil où Sarah avait l'habitude de l'allaiter, j'ai réalisé que le chagrin était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. » Les yeux de Victoria brûlaient des larmes qu'elle refusait de verser. « Ce n'est pas juste. Tu as le droit d'être en deuil. Le droit n'a rien à voir là-dedans. La vie se moque de ce que nous méritons. Elle se soucie uniquement de ce que nous faisons, de ce qui nous est donné. » La voix de Daniel était douce mais ferme. Grace avait besoin d'un père. Alors,
Je suis devenu son père. Même les jours où j'avais envie de disparaître, j'étais là pour elle, parce que c'est ce qu'exige l'amour. Pas des sentiments, mais être présent encore et encore. Peu importe à quel point cela fait mal. Ces mots résonnèrent dans la poitrine de Victoria comme une cloche. Elle pensa à sa propre vie, les réunions interminables, les décisions stratégiques, la construction minutieuse d'un empire qui lui survivrait. Mais qui se souviendrait d'elle quand elle serait partie? Qui pleurerait Victoria Chen? La personne, plutôt que Victoria Chen, la PDG. « Je n'ai pas de Grace », dit-elle doucement. « Je n'ai personne qui ait besoin que je sois là. Alors peut-être qu'il est temps de les trouver dans 6 mois. » Daniel se pencha en avant. 6 mois, c'est long si vous les utilisez à bon escient. Vous pourriez faire du bénévolat. Parrainer quelqu'un, appeler les amis que vous avez négligés, visiter les endroits que vous avez toujours dit vouloir voir un jour, retomber amoureuse, même si cela vous effraie. Il fit une pause. Ou vous pourriez passer ce temps à pleurer un homme qui ne vous méritait pas et à attendre la mort. Le choix vous appartient. Victoria absorba ces paroles en silence. Le restaurant bourdonnait d'une activité tranquille autour d'eux. Le cliquetis des couverts, le murmure des autres clients, la douce musique de Noël qui jouait quelque part dans la cuisine. Vous donnez l'impression que c'est simple, dit-elle finalement. C'est simple. Simple ne veut pas dire facile. Daniel sourit. Quand Sarah est morte, un homme à ses funérailles m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit « Le chagrin est le prix à payer pour l'amour. Plus l'amour est profond, plus le prix est lourd. Mais ce prix vaut toujours la peine d'être payé. Car une vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue. » Victoria pensa à Marcus, aux 3 années qu'ils avaient passées ensemble, au mariage qu'ils avaient prévu. L'avait-elle aimé, vraiment aimé, comme Daniel aimait clairement sa femme, ou avait-elle aimé l'idée qu'elle se faisait de lui, la commodité d'un partenariat, l'image qu'il présentait au monde? Je ne sais pas si j'ai vraiment aimé quelqu'un, admit-elle. Pas comme vous le décrivez. Ce n'est pas un échec, c'est une opportunité. Les yeux de Daniel étaient bienveillants. Vous avez 6 mois, peut-être 8. C'est suffisant pour apprendre. Victoria rit malgré elle, un vrai rire, qui les surprit tous les deux. Vous êtes très étrange, Daniel Morrison, un concierge philosophe qui donne des conseils de vie à un millionnaire mourant dans un restaurant la veille de Noël. La vie est étrange, autant l'accepter. Ils finirent leur repas dans un silence complice, et Victoria se surprit à se détendre comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Il y avait quelque chose dans la présence de Daniel, dans son calme, dans son refus de jouer un rôle ou d'impressionner, qui rendait toute prétention inutile. Lorsque Daniel tendit la main pour prendre l'addition, Victoria posa sa main sur la sienne. « Laissez-moi faire, dis-je. Je sais ce que tu as dit, mais tu as une fille à la maison et 11 $ pour tenir jusqu'à vendredi, et j'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. » Elle soutint son regard. « Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude. Tu m'as sauvé la vie ce soir. » Daniel hésita, et Victoria vit la fierté lutter avec le pragmatisme dans son expression. Finalement, il acquiesça. « Merci. » Elle a payé l'addition, ajoutant un pourboire de 100 $ qui a fait écarquiller les yeux de Madame Santino à la porte. Ils ont marqué une pause, soudainement mal à l'aise, comme le sont les gens qui ont partagé trop de choses trop rapidement. « Je devrais retourner auprès de Grace, » a dit Daniel. « Elle se lèvera tôt pour Noël. » « Bien sûr. » Victoria a ressenti une étrange réticence à le laisser partir. « Daniel, je te remercie pour tout, pour m'avoir vu. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un bout de papier. Il griffonna quelque chose avec un stylo emprunté au comptoir. « Voici mon numéro de téléphone si jamais tu as besoin de quelqu'un à qui parler ou simplement de quelqu'un pour t'accompagner. Appelle-moi quand tu veux. » Victoria prit le papier, consciente de la valeur de ce petit geste. Un homme qui n'avait rien lui offrait la seule chose qu'il possédait. Sa présence, son temps, sa volonté d'être là. « Je le ferai, » promit-elle. Daniel acquiesça, puis fit quelque chose d'inattendu. Il se pencha en avant et déposa un baiser doux sur son front. Un geste si tendre, si paternel, que Victoria sentit les larmes lui monter aux yeux. « Joyeux Noël, Victoria. Quoi qu'il arrive ensuite, souviens-toi que tu n'es plus seule. » Il sortit dans la neige, son manteau usé disparaissant dans la blancheur. Et Victoria resta sur le pas de la porte, le regardant jusqu'à ce qu'elle ne le voie plus. Puis elle baissa les yeux vers le papier qu'elle tenait dans sa main, vers l'écriture soignée d'un homme qui n'avait rien, mais qui avait tout donné. Pour la première fois depuis des mois, elle commença à imaginer à quoi pourrait ressembler sa vie. Ne pas exister, ne pas attendre la mort, mais vivre réellement avec un but, avec des liens, avec de l'amour. Elle avait 6 mois, peut-être 8. Il était temps d'arrêter de les gaspiller. Dehors, les cloches de Noël se mirent à sonner,
et quelque part dans l'obscurité, un père célibataire rentrait chez lui pour retrouver sa fille, portant dans son cœur l'étrange certitude que cette nuit avait changé quelque chose de fondamental. La neige tombait doucement sur la ville, bénissant cette rencontre improbable, ce fragile commencement, ce petit miracle de deux personnes brisées qui s'étaient trouvées dans la nuit la plus froide de l'année. Et dans un appartement exigu au-dessus d'une laverie, une fillette de 5 ans rêvait du matin de Noël, sans savoir que son père venait de faire les premiers pas vers une nouvelle vie. Une vie où le chagrin et la joie pouvaient coexister, où la perte pouvait mener à l'amour, où le poids du passé pouvait enfin commencer à s'alléger. Les cloches sonnaient appelant les fidèles à la messe de minuit, et Daniel Morrison monta les escaliers menant à son appartement avec quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 3 ans. L'espoir, petit, fragile, facilement brisé, mais indéniablement, incroyablement vivant. Il s'arrêta devant sa porte, la main sur la poignée en laiton usé, et pensa à la femme qu'il avait laissée debout à l'entrée du restaurant. Victoria Chen, un nom qui ne lui disait rien une heure auparavant, et qui était désormais gravé dans sa mémoire. Elle était en train de mourir, richissime, mais en train de mourir. Et d'une certaine manière, cette connaissance la rendait plus humaine que toutes les personnes qu'il avait rencontrées depuis des années. Il ne savait pas ce que demain lui réservait. Il ne savait pas si elle l'appellerait ou si le lien qu'ils avaient tissé survivrait à la dure réalité du matin de Noël. Mais il était sûr d'une chose, il avait fait quelque chose de bien ce soir. Il avait vu quelqu'un se noyer et lui avait tendu la main. Et ce simple geste de gentillesse lui avait rappelé pourquoi il continuait à avancer. Pour Grace, pour la mémoire de Sarah, et maintenant peut-être pour quelque chose de nouveau. Daniel ouvrit doucement la porte, vérifia que sa fille dormait, puis se permit enfin de se reposer. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la ville de blanc, effaçant les traces de la nuit et préparant le monde à un nouveau départ. Noël était arrivé à Paris, et plus rien ne serait comme avant. Le matin de Noël se leva sur Paris dans des tons de pâle or et d'argent, le soleil grimpant lentement dans un ciel nettoyé par la neige tombée pendant la nuit. Dans son appartement exigu au-dessus de la laverie, Daniel Morrison se réveilla au son de petits pieds, martelant le plancher qui craquait. « Papa, papa, réveille-toi, le Père Noël est venu. » Grace se jeta sur son lit avec toute l'énergie d'une enfant de 5 ans, et Daniel la rattrapa instinctivement, son corps réagissant avant même que son esprit ne soit complètement réveillé. Elle était chaude, remuante et rayonnante de joie. Vraiment, Daniel se redressa. « Qu'est-ce qu'il a apporté ? Viens voir. Viens voir. » Elle l'entraîna par la main dans le petit salon où la poupée d'occasion était appuyée contre le radiateur. Aux yeux de Daniel, elle semblait aussi usée que la veille. Mais Grace la regardait comme si elle était en or massif. « Elle est magnifique, » murmura Grace. « C'est la plus belle poupée du monde entier. » Daniel s'agenouilla à côté de sa fille, tandis qu'elle déballait soigneusement son cadeau. Lorsque la poupée apparut, Grace la serra contre sa poitrine et ferma les yeux, se balançant légèrement comme si elle dansait sur une musique qu'elle seule pouvait entendre. « Comment vas-tu l'appeler » demanda Daniel, la gorge serrée. « Sarah » répondit Grace sans hésiter. « Comme maman. » Ce mot frappa Daniel comme un coup physique. Il prit sa fille dans ses bras, cachant son visage dans ses cheveux pour qu'elle ne voie pas ses larmes. 3 ans plus tard, le chagrin pouvait encore le submerger, de manière inattendue, aussi intense que le jour où ils avaient descendu le cercueil de Sarah dans le sol gelé. « C'est un prénom parfait », parvint-il à dire. « Maman aurait adoré. » Ils mangèrent des pancakes ensemble, le vrai sirop d'érable faisant briller les yeux de Grace de joie. Daniel la regarda bavarder avec sa nouvelle poupée, incluant Sarah dans la conversation aussi naturellement que si elle respirait. Son téléphone vibra sur le comptoir, un numéro inconnu. « Bonjour Daniel !» La voix de Victoria était hésitante. « C'est Victoria de hier soir. J'espère que je n'appelle pas trop tôt. »« Non, ça va. » Daniel sortit dans le couloir. « Comment te sens-tu » Une pause. « Mieux qu'hier soir. Je crois que j'ai vraiment dormi. Pour la première fois depuis des semaines. C'est bien. Le sommeil aide. » Je me demandais... Victoria hésita. « Est-ce que ta fille et toi aimeriez venir dîner chez moi pour Noël ? J'ai une maison pleine de nourriture et personne avec qui la partager. »« Nous aimerions beaucoup, » répondit-il. « Grace serait ravie de vous rencontrer. »« Vraiment ?» Le soulagement dans la voix de Victoria était palpable. « J'enverrai une voiture. Est-ce que 14 heures vous convient ?» La voiture qui arriva était une Mercedes noire conduite par un chauffeur en uniforme. Grace colla son nez contre la vitre tandis qu'il traversait des quartiers qu'elle n'avait jamais vus. Des rues bordées d'arbres, avec des maisons derrière des grilles en fer,
des pelouses recouvertes de neige immaculée. La maison de Victoria se trouvait au bout d'une allée privée à Brookline, une maison coloniale géorgienne qui semblait briller dans la lumière de l'après-midi. Daniel sentit la main de Grace se crisper dans la sienne alors qu'il s'approchait. « Ce n'est qu'une maison », murmura-t-il. « C'est la personne qui se trouve à l'intérieur qui compte. » Victoria ouvrit la porte elle-même, semblant différente de la femme brisée qu'elle était dans le parc. Elle avait pris une douche et enfilé un vêtement en cachemire doux, et ses yeux reflétaient quelque chose qui n'était pas là la nuit dernière. De l'espoir. « Vous êtes venu, dit-elle, comme si elle n'y croyait pas vraiment. « Nous sommes venus. » Daniel désigna sa fille. « Voici Grace, et voici Sarah. » Victoria s'agenouilla à la hauteur de Grace. « Bonjour Grace, bonjour Sarah. Voulez-vous entrer pour voir le sapin de Noël ?» Grace leva les yeux vers son père pour obtenir sa permission, puis s'avança timidement. « C'est vous la dame qui était triste ? Papa m'a dit qu'il avait rencontré une dame triste hier soir. » Victoria jeta un coup d'œil à Daniel. « J'étais triste, mais ton papa m'a aidé à me sentir mieux. » Grace réfléchit sérieusement. « Papa est doué pour ça. Il me réconforte quand maman me manque. » L'expression de Victoria changea. « Ton papa a l'air d'être quelqu'un de très spécial. Il l'est. C'est le meilleur papa du monde. » La maison était impressionnante. De hauts plafonds, du parquet ciré, des œuvres d'art dignes d'un musée. Mais Victoria les conduisit dans une petite pièce à l'arrière où crépitait un feu de cheminée et où se dressait un modeste sapin décoré de simples guirlandes lumineuses blanches. Grace découvrit une pile de cadeaux emballés sous le sapin. Elle les regarda avec un désir évident, puis détourna délibérément le regard. « Ils sont pour toi, » dit Victoria doucement. Grace resta bouche bée. Elle se tourna vers Daniel, les yeux écarquillés. « Papa !» Daniel sentit sa gorge se serrer. Il n'avait pas pu se permettre plus que la poupée. « Vas-y, ma chérie, tu n'étais pas obligée de faire ça, » dit-il doucement à Victoria. « J'en avais envie. Hier, j'étais convaincu que je n'avais plus rien à offrir à personne. Et puis j'ai pensé à ta fille, et soudain, j'ai eu une raison de me lever. » Le dîner fut une révélation. Grace mangea jusqu'à ce que son petit ventre soit rond, puis elle se blottit sur le canapé avec ses nouveaux jouets et s'endormit près du feu. Daniel et Victoria s'assirent dans des fauteuils, regardant les flammes, écoutant la douce respiration de Grace. « Elle est magnifique, » dit Victoria. « Tu as fait un travail formidable avec elle. Certains jours, j'ai l'impression de nous maintenir à flot tant bien que mal. C'est plus que ce que la plupart des gens parviennent à faire. » Victoria fit tourner son verre de vin. « Mon père a bâti un empire. Et tu sais ce dont je me souviens le plus de mon enfance ? Être seul, avec des nounous et des tuteurs. Mais jamais lui. J'avais tout ce qu'un enfant pouvait désirer, sauf la seule chose qui comptait. Les cadeaux, » dit Daniel. « Oui. » Victoria regarda Grace. « Cette petite fille sait qu'elle est aimée. Cela vaut plus que tout l'argent du monde. » Daniel posa son verre. « Je peux te poser une question. Le diagnostic ? Depuis combien de temps le sais-tu ? » 3 semaines. Je l'ai appris juste après Thanksgiving. Elle rit amèrement. « J'aurais dû passer ce temps à faire n'importe quoi d'autre que d'en parler à Marcus. Tu l'as dit à quelqu'un d'autre ? À ta famille ? Ma mère est à Singapour. On se parle peut-être 2 fois par an. Mon père est mort depuis 8 ans et mes amis... » Elle secoua la tête. « J'ai des collègues, des gens qui attendent quelque chose de moi. Je ne suis pas sûr d'avoir quelqu'un qui puisse se considérer comme mon ami sans arrière-pensée. »« Je suis ton ami, » dit Daniel. « Sans arrière-pensée, juste un gars qui voulait t'aider. » Les yeux de Victoria brillèrent. « Je ne sais pas comment accepter la gentillesse. J'ai passé toute ma vie à tout gagner. Alors laisse-moi t'apprendre. Quand quelqu'un t'offre son aide, dis oui. Quand quelqu'un se présente à vous, croyez qu'il est sincère. Et s'il part, alors il part et ça fait mal. Mais l'alternative, vous fermer aux autres, c'est pire. J'ai passé 1 an, après la mort de Sarah, à repousser tout le monde. Tout ce que j'ai fait, c'est me rendre encore plus seule. » Victoria absorba ces paroles en silence. Qu'est-ce qui a changé ? Grace a fait un cauchemar. Environ 6 mois après la mort de Sarah, et j'ai réalisé que me fermer aux autres ne me protégeait pas. C'était la trahir. Elle avait besoin d'un père capable d'aimer ouvertement. Je ne pouvais pas lui apprendre à faire confiance au monde si je ne lui faisais pas confiance moi-même. Victoria posa son verre avec précaution. « Resterez-vous si je vous laisse voir mon désordre ?» Daniel la regarda dans les yeux. « Je ne vais nulle part. » Les mots restèrent suspendus entre eux, une promesse à la fois fragile et indestructible. Victoria fixa Daniel pendant un long moment, cherchant sur son visage le moindre signe d'hésitation, le moindre signe indiquant qu'il pourrait changer d'avis lorsque les choses deviendraient difficiles. Elle n'en trouva aucun. « Vous me connaissez à peine, » dit-elle finalement. « Il y a quelques jours,
J'étais une inconnue assise sur un banc. J'en sais assez. Je sais que vous avez peur, mais que vous vous battez quand même. Je sais que vous êtes seule, mais que vous êtes capable d'une incroyable gentillesse. Je sais que vous regardez ma fille comme si elle était la chose la plus précieuse que vous ayez jamais vue. » La voix de Daniel était calme. « Je n'ai pas besoin de ton CV ni de vérifier tes antécédents. J'ai juste besoin de savoir que tu es prête à essayer. » Essayer quoi? Vivre. Vivre vraiment, pas seulement exister. Construire quelque chose qui a du sens avec le temps qu'il te reste. Il fit une pause et me laissait en faire partie. Victoria sentit quelque chose changer en elle. Un mur s'effondrer, une porte s'ouvrir, une possibilité qu'elle ne s'était jamais autorisée à envisager. Pourquoi vous en souciez-vous? Vous avez vos propres difficultés, votre propre chagrin. Pourquoi vous occuper du mien? Daniel resta silencieux pendant un long moment, réfléchissant à la question avec le sérieux qu'elle méritait. Lorsqu'il prit la parole, sa voix était rauque d'émotion. Parce que j'ai été à votre place, assis seul dans le noir, convaincu que personne ne remarquerait ma disparition. Et quelqu'un m'a remarqué. Madame Santino, avec ses sandwichs gratuits et son refus de me laisser m'isoler. Madame Patterson, qui veille sur Grace sans jamais demander de récompense. Les autres concierges de l'hôpital qui ont pris mes gardes quand je ne pouvais pas sortir du lit. Il croisa son regard. J'ai survécu parce que des gens m'ont tendu la main. Et maintenant, j'ai la chance de tendre la main à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un fardeau, Victoria. C'est un cadeau. Victoria sentit les larmes monter à nouveau. Mais cette fois, elles étaient différentes. Purificatrices plutôt que dévastatrices. Je ne sais pas comment accepter de l'aide. J'ai passé toute ma vie à être la plus forte, la plus brillante, celle sur qui tout le monde compte. Alors laisse-moi t'apprendre, comme tu m'apprends, à espérer à nouveau. Elle rit, un son qui la surprit par sa chaleur sincère. Nous formons un drôle de duo, n'est-ce pas? Le millionnaire mourant et la concierge en deuil qui essaient de se sauver mutuellement. On dirait le début d'un film très étrange, ou d'un film très beau. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, le feu crépitant doucement, Grace respirant lentement et paisiblement sur le canapé à côté. Victoria repensa à sa vie, aux décennies d'efforts, à la poursuite incessante du succès, à l'empire qu'elle avait bâti sur les cendres de la mort de son père. Rien de tout cela ne l'avait préparée à ce moment. Assise dans une pièce chaleureuse la nuit de Noël, entourée d'une famille qu'elle avait trouvée par hasard, elle se sentait plus en paix qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous vivons au jour le jour. Vous vous concentrez sur votre traitement. Je me concentre sur Grace et nous déciderons du reste ensemble. » Daniel tendit la main et prit la sienne, ses doigts calleux effleurant doucement sa peau. Pas de promesse pour toujours, juste la promesse d'être là demain. Je peux le faire. Alors ça suffit, c'est plus que suffisant. Dehors, les lumières de Noël continuaient de clignoter régulièrement, et quelque part au loin, les cloches de l'église sonnaient les dernières heures de la fête. Mais à l'intérieur de la maison de Victoria, deux personnes qui s'étaient rencontrées par hasard construisaient quelque chose qu'aucune d'elles n'avait prévu de trouver. Une raison de continuer, une raison de croire, une raison d'aimer. Et pour la première fois depuis très longtemps, Victoria Chen avait l'impression que tout allait bien se passer. Les jours après Noël passèrent, dans un flou de connexions inattendues, et Victoria se surprit à prendre son téléphone chaque matin pour envoyer des SMS à Daniel à propos de petites choses. Un oiseau sur le rebord de sa fenêtre, un souvenir qui lui revenait spontanément, les effets secondaires des médicaments que ses médecins lui avaient prescrits. Et Daniel répondait toujours avec le calme et la sérénité qui l'avaient rassuré lors de cette première nuit dans le parc. Elle apprit à connaître le rythme de sa vie, les gardes tôt le matin à l'hôpital, où il nettoyait les sols avant l'arrivée des chirurgiens, les après-midi avec Grace, les devoirs et les collations dans le cadre des interminables petites négociations liées à l'éducation des enfants. Les soirées seules après le coucher de Grace, où Daniel s'asseyait dans son petit appartement et se demandait s'il faisait les choses correctement. Il apprit aussi à connaître le sien. Les conférences téléphoniques avec les membres du conseil d'administration qui ne savaient pas qu'elle était mourante. Les traitements qui la laissaient épuisée et nauséeuse. Les longues heures passées à examiner des documents financiers, à essayer de s'assurer que son entreprise survivrait à son départ sans détruire les milliers d'emplois qui en dépendaient. Le soir du Nouvel An, Victoria invita Daniel et Grace à regarder les feux d'artifice depuis sa terrasse sur le toit. Grace s'endormit avant minuit, recroquevillée sous une couverture sur une chaise longue, tandis que Daniel et Victoria se tenaient ensemble près de la balustrade, regardant les explosions de couleurs illuminer le ciel de Paris. « J'ai réfléchi, » dit Victoria alors que l'horloge approchait de minuit, « à ce que je veux faire du temps qu'il me reste.
Et je veux avoir de l'importance, mais pas comme j'ai toujours essayé d'en avoir, à travers le cours des actions, les parts de marché et la couverture médiatique. Je veux vraiment faire une différence dans la vie de quelqu'un. » Daniel se tourna vers elle. Dans la lumière vacillante des feux d'artifice, elle semblait à la fois éthérée, fragile et féroce. « Tu l'as déjà fait. Tu as fait une différence dans la vie de Grace, dans la mienne. Ce n'est pas suffisant. » Victoria secoua la tête. « J'ai des ressources, des relations, la capacité de déplacer des montagnes si je choisis la bonne montagne. Je ne peux pas gaspiller tout cela en regardant mon propre déclin. Qu'avais-tu en tête ?» Victoria y réfléchissait depuis des jours, depuis que Daniel lui avait parlé de sa vie, des doubles gardes, des choix impossibles entre payer le loyer et acheter à manger. La peur constante qu'une urgence fasse tout s'écrouler. « Je veux créer une fondation, dit-elle, pour les parents célibataires. Pas une œuvre caritative, mais une opportunité. Une aide pour la garde d'enfants, une formation professionnelle, des fonds d'urgence pour quand la voiture tombe en panne ou que le chauffage est coupé. Toutes ces choses qui maintiennent les gens prisonniers d'un cercle vicieux dont ils ne peuvent s'échapper. » Daniel resta silencieux pendant un long moment, ou du moins pour Victoria. « Je sais que cela semble grandiose. Une femme riche jette son argent dans des problèmes qu'elle ne comprend pas. Mais j'ai fait des recherches. J'ai parlé à des travailleurs sociaux, à des économistes et à des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Et je veux que tu m'aides à le concevoir. Moi, tu sais ce dont les parents célibataires ont vraiment besoin. Tu l'as vécu. Je peux fournir les ressources, mais tu peux apporter ta vision. » Elle se tourna vers lui. « Je ne veux pas créer un autre programme descendant qui fait bonne impression dans les communiqués de presse, mais qui n'aide personne en réalité. Je veux construire quelque chose de réel. » Daniel la regarda, bouleversé. « Victoria, je suis concierge. Je nettoie les toilettes et passe la serpillière. Je ne sais rien des fondations ou des organisations à but non lucratif, ni de la survie, du sacrifice, de l'amour si fort pour quelqu'un que l'on est prêt à se tuer à la tâche pour lui offrir une vie meilleure. » La voix de Victoria se brisa légèrement. C'est la seule expertise qui compte. Le feu d'artifice atteignit son apogée. Une dernière explosion de lumière et de bruit qui sembla faire trembler l'air autour d'eux. Lorsque les échos s'estompèrent, Daniel prit la parole. « D'accord, je vais t'aider. Je ne sais pas si je serai doué pour ça, mais je vais essayer. » Victoria sourit. Un vrai sourire. Le premier que Daniel avait vu chez elle qui atteignait complètement ses yeux. « Merci de croire que cela peut avoir de l'importance. J'ai toujours cru que tu avais de l'importance. Cela te donne simplement un moyen de le voir par toi-même. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Si vous pensez que ces petits gestes peuvent amorcer un grand changement, laissez un « j'aime » pour que nous puissions toucher davantage de personnes. Les avocates de Victoria rédigèrent les documents de constitution, tandis que Daniel passait ses pauses déjeuner à interroger d'autres parents célibataires à l'hôpital. Le personnel de nettoyage, les employés de la cafétéria, les aides-soignants, lui demandant quel type d'aide pourrait réellement changer leur vie. Les réponses étaient d'une constance déchirante. Une garde d'enfants fiable, un moyen de transport, la possibilité de prendre un jour de congé lorsqu'un enfant était malade sans perdre son emploi. Des petites choses auxquelles les gens riches n'avaient jamais à penser, mais qui pouvaient détruire une famille de travailleurs en un instant. Victoria écoutait tout ce que Daniel lui rapportait, prenait des notes, posait des questions, se construisant peu à peu une image d'un monde dont elle ignorait l'existence, bien qu'elle ait vécu toute sa vie dans la même ville. « Je n'en avais aucune idée », dit-elle un soir, après que Daniel lui eut décrit une collègue qui avait perdu son appartement parce que sa voiture était tombée en panne et qu'elle n'avait pas pu se rendre au travail pendant 3 jours. Comment les gens survivent-ils ainsi? La plupart ne survivent pas. Ils vivent au jour le jour, de salaire en salaire, en priant pour que rien ne tourne mal, car ils n'ont aucune marge d'erreur. Ce n'est pas vivre, c'est exister. Bienvenue dans mon monde. La voix de Daniel était douce, le monde de la plupart des gens en fait. Victoria resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle fouilla dans le tiroir de son bureau et en sortit un dossier. « Je travaille sur quelque chose que je voulais vous montrer. » Daniel prit le dossier et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des paragraphes denses rédigés dans un langage d'entreprise qu'il ne comprenait pas entièrement, mais certaines phrases lui sautèrent aux yeux. La fondation Morrison Chen pour les familles actives. « Morrison, dit-il d'une voix rauque, je voulais que ton nom y figure. Pas seulement en tant que conseiller, mais en tant que cofondateur, en tant que partenaires égaux. » Victoria observa son visage avec inquiétude. « Est-ce que ça te convient? Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Dis que tu m'aideras à construire quelque chose qui durera plus longtemps que nous deux. » Daniel regarda les documents, puis Victoria, puis l'horizon derrière sa fenêtre,
Il pensa à Sarah, à la vie qu'ils avaient prévue ensemble avant que le destin n'intervienne. Il pensa à Grace, grandir dans un monde qui semblait conçu pour que les gens comme eux continuent à lutter. « Oui, dit-il, oui, je t'aiderai à construire cela. Il y a encore une chose, regarde la dernière page. » Daniel tourna les pages jusqu'à la fin et trouva un chèque à son nom d'un montant qui lui fit perdre la vue. « C'est ton salaire en tant que codirecteur, » dit Victoria. « Ce n'est pas de la charité, Daniel. C'est une compensation pour un travail important. Et c'est suffisant pour te permettre de quitter l'un de tes emplois afin que tu puisses passer du temps avec Grace. » Les mains de Daniel tremblaient. « Victoria, je ne peux pas. Considérez cela comme ma première leçon pour apprendre à accepter la gentillesse. J'accepte la vôtre en vous laissant m'aider à construire cela. Maintenant, acceptez la mienne. » Daniel fixa le chèque. Puis, il leva les yeux vers Victoria, cette femme qui était entrée dans sa vie comme une inconnue sur un banc gelé et qui était devenue indispensable. « Merci, » murmura-t-il. « Merci de m'avoir vu. » Victoria tendit la main et prit la sienne. « C'est ce que vous m'avez dit le premier soir. Et tu avais raison. Parfois, être vu, c'est tout ce qui compte. » Ils s'assirent ensemble dans le calme de son bureau, les lumières de la ville scintillant derrière la fenêtre, et Daniel sentit quelque chose changer en lui. Pendant 3 ans, il s'était défini par ce qu'il avait perdu. Le mari de Sarah, un homme qui survivait à peine d'un salaire à l'autre. Mais assise ici avec Victoria, tenant des documents qui portaient son nom à côté du sien, il commença à imaginer une définition différente. Un homme qui comptait, un homme qui pouvait construire quelque chose de durable, un homme dont la douleur était devenue un but. « Je dois te dire quelque chose, » dit Victoria, rompant le silence confortable. « La fondation, ce n'est pas seulement pour les autres familles, c'est aussi pour la tienne. » Daniel fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? J'ai mis de côté un fonds pour l'éducation de Grace, l'université, les études supérieures, tout ce qu'elle voudra. C'est complètement séparé de la fondation, complètement indépendant de tout ce qui se passe entre nous. » Victoria parla rapidement, comme si elle avait peur qu'il l'interrompe. « Je sais que tu peux voir cela comme de la charité, mais j'ai besoin que tu comprennes. En te regardant avec elle, en voyant tout ce que tu as sacrifié pour lui offrir une belle vie, j'ai compris ce qu'était le véritable amour. Et je veux en faire partie, même si je ne suis pas là pour le voir. » Daniel sentit sa gorge se serrer, incapable de prononcer un mot. Le poids de ce cadeau était stupéfiant. Pas seulement l'argent, même si cela allait changer sa vie, mais l'intention derrière ce geste. Victoria avait regardé sa fille et vu un avenir dans lequel il valait la peine d'investir. « Victoria, je ne sais pas quoi dire. Dis que tu acceptes. Dis que tu laisseras Grace avoir les opportunités que tu n'as jamais eues. » La voix de Victoria se brisa légèrement. « Dis que tu me laisseras faire cette seule chose qui pourrait avoir de l'importance après mon départ. » Daniel se leva de sa chaise et traversa la pièce jusqu'à l'endroit où Victoria était assise derrière son bureau. Il s'agenouilla à côté d'elle, prit ses mains dans les siennes et leva les yeux vers ceux qui lui étaient devenus aussi familiers que son propre reflet. « J'accepte, » dit-il, « pour Grace. Et pour toi, parce que tu as raison. C'est important. Tu comptes. » Victoria sourit à travers ses larmes. « Regarde-nous. Nous apprenons à accepter la gentillesse ensemble. C'est la meilleure leçon que j'ai jamais apprise. » Dehors, l'hiver de Paris continuait sa lente descente vers le printemps. Et quelque part dans la ville, des familles étaient confrontées au même choix impossible que Daniel avait dû faire pendant des années. Mais le changement était en marche, construit par 2 personnes qui s'étaient trouvées dans l'obscurité et avaient décidé de créer la lumière. Le 14 février arriva avec une pluie glaciale et un ciel gris. Le genre de journée d'hiver à Paris qui vous fait vous demander pourquoi quelqu'un choisirait de vivre en Nouvelle-Angleterre. Mais à l'intérieur de la maison de Victoria, la chaleur et la lumière repoussaient la morosité. La fondation Morrison Chen avait été officiellement lancée 3 semaines plus tôt. Abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire vraie comme celle-ci. Les nouveaux épisodes sont disponibles ici, avec une couverture médiatique plus importante que Daniel n'aurait jamais pu imaginer. Victoria avait géré les conférences de presse et les interviews, détournant les questions sur sa santé avec une grâce acquise par l'expérience, concentrant l'attention sur la mission plutôt que sur la femme qui en était à l'origine. Daniel avait observé la scène de loin, à la fois fier et mal à l'aise sous les projecteurs. Son visage était apparu dans des articles de journaux. Son histoire avait été racontée et reprise à l'infini. Le concierge qui s'était lié d'amitié avec un PDG mourant, le partenariat improbable qui changeait la façon dont Paris percevait les familles de travailleurs. Ce que les articles ne montraient pas, c'était la réalité tranquille de leur quotidien.
Les textos matinaux qui étaient devenus un rituel, les dîners ensemble. Grace bavardant joyeusement tandis que Victoria écoutait avec un intérêt sincère. Les conversations tardives sur la peur et l'espoir et sur ce que signifiait avoir de l'importance dans un monde qui semblait souvent indifférent à la souffrance individuelle. Ce que les articles ne mentionnaient pas, c'était que Daniel Morrison était tombé amoureux. Il ne l'avait pas voulu. Il s'était répété à maintes reprises que Victoria était mourante et que l'aimer lui garantissait un chagrin d'amour. Il s'était rappelé Sarah, à quel point une perte pouvait être dévastatrice, à quel point il était dangereux de s'exposer à nouveau à ce genre de douleur. Mais l'amour n'écoutait pas la logique. L'amour grandissait dans les espaces entre les mots, dans les silences partagés et les petites attentions, dans la façon dont Victoria regardait Grace avec une tendresse nostalgique et dans la façon dont elle le regardait avec quelque chose qui pouvait être similaire. Le soir de la Saint-Valentin, après que Grace se fut couchée chez Madame Patterson, Daniel se rendit chez Victoria avec un cadeau qu'il avait mis des semaines à choisir. Elle l'accueillit à la porte, l'air fatigué mais toujours aussi belle, sa peau pâle contrastant avec son pull rouge foncé. Les traitements avaient fait des ravages. Elle avait perdu du poids qu'elle ne pouvait se permettre de perdre. Des cernes ombrageaient en ses yeux, mais elle sourit lorsqu'elle le vit. Et ce sourire avait toujours le pouvoir de lui couper le souffle. « Joyeuse Saint-Valentin », dit-il en lui tendant le paquet emballé. Victoria haussa les sourcils. « Daniel, tu n'aurais pas dû. Je voulais l'ouvrir. » Elle le conduisit dans le salon et déballait soigneusement le cadeau. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, sculptée à la main et polie jusqu'à devenir lisse. Victoria l'ouvrit pour découvrir une délicate chaîne en or, à laquelle était suspendu un petit pendentif en forme de 2 mains jointes. « Je l'ai fait faire », dit Daniel, la voix rauque à cause de la nervosité. « Le bijoutier m'a dit que cela s'appelait un motif main jointe. C'est censé représenter le lien, » murmura Victoria. « Être là pour quelqu'un. »« Oui. » Daniel déglutit péniblement. « Victoria, j'ai quelque chose à te dire, et j'ai besoin que tu me laisses finir avant de répondre, car si je m'arrête, je ne pourrai peut-être pas recommencer. » Victoria posa délicatement le collier. « D'accord. » Daniel prit une profonde inspiration. « Quand je t'ai rencontré dans ce parc, je faisais semblant de vivre, je travaillais, je m'occupais de Grace, je survivais au jour le jour. Mais je n'étais pas vraiment vivant. Je n'avais plus vécu depuis la mort de Sarah. Et puis tu m'as regardé avec ses yeux brisés et je me suis reconnu et quelque chose en moi s'est réveillé. » Les yeux de Victoria brillaient, mais elle resta silencieuse, le laissant continuer. « Ces 2 derniers mois, en te regardant te battre, en te regardant refuser d'abandonner, en te regardant mettre tout ce que tu avais dans la construction de quelque chose qui compte, tu m'as appris ce qu'est réellement le courage. Ce n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'avancer malgré elle. Et à un moment donné, j'ai cessé de simplement admirer ton courage. J'ai commencé à avoir besoin de toi, pas de ton argent, ni de ce que tu pouvais faire pour moi, mais de toi. Ton rire, tes jeux de mots affreux, ta façon de pleurer devant les publicités et de prétendre que tu ne pleures pas. » Un petit sanglot s'échappa de la gorge de Victoria, mais elle pressa sa main contre sa bouche et lui fit signe de continuer. « Je sais que tu es en train de mourir. Je sais qu'aimer toi signifie te perdre, probablement plus tôt que nous ne le souhaitons tous les deux. Mais j'ai déjà perdu l'amour de ma vie une fois et j'ai survécu. Et j'ai appris que la seule chose pire que de perdre quelqu'un que tu aimes, c'est de ne jamais te permettre de l'aimer. » Daniel tendit la main et prit les siennes dans les siennes. « Victoria Chen, je suis en train de tomber amoureux de toi. Peut-être que je suis déjà amoureux et que je n'ai pas besoin que tu me le dises en retour ou que tu ressentes la même chose. J'avais juste besoin que tu saches que tu es vu, que tu es apprécié, que quelqu'un dans ce monde t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu peux lui apporter. » Le silence s'installa entre eux, seulement rompu par le doux crépitement du feu et les larmes silencieuses de Victoria. Puis elle parla. « Quand j'ai reçu mon diagnostic, j'ai pensé que ma vie était finie. Pas dans le futur, mais à ce moment-là. Finie, terminée, sans intérêt. J'avais de l'argent, du pouvoir et tout ce qui, selon la société, devrait avoir de l'importance, mais rien de tout cela n'avait de sens, car je n'avais personne avec qui le partager. » Elle serra ses mains fermement. « Et puis tu t'es assis à côté de moi sur ce banc et tu as dit 2 mots qui ont tout changé. Je te vois. Pas « je te reconnais aux informations » ou « tu n'es pas ce pharmacien ». Juste « je te vois ». La personne derrière les titres, l'argent et le corps mourant. Tu m'as vu. Victoria leva une main vers son visage, ses doigts traçant les rides autour de ses yeux. Je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi, Daniel. Je suis tombée amoureuse dès la première nuit.
Et j'ai peur parce que je ne sais pas combien de temps il me reste, et je ne veux pas te faire de mal, et cela semble fou et impossible. » Et Daniel l'embrassa. C'était doux au début, hésitant. Deux personnes qui avaient appris à faire attention à leur cœur, testant si ce nouveau territoire était sûr. Puis les mains de Victoria se posèrent sur ses épaules et l'attirèrent vers elle. Et le baiser s'intensifia jusqu'à devenir quelque chose qui ressemblait à un retour à la maison. Quand ils se sont enfin séparés, tous deux haletants, Daniel a appuyé son front contre le sien. « Quel que soit le temps qu'il nous reste, a-t-il dit, je veux le passer avec toi. Que ce soit 6 mois ou 60 ans, je ne vais nulle part. » Victoria a ri, un son mi-joyeux, mi-larmoyant. « Tu es fou. Tu le sais, n'est-ce pas? Tomber amoureux d'une femme mourante. Peut-être, mais je préfère être fou avec toi plutôt que saint d'esprit sans toi. » Elle l'embrassa à nouveau, et pendant un long moment, le spectre de la mort, le poids du chagrin et l'incertitude de l'avenir s'estompèrent. Plus tard, blottis l'un contre l'autre sur le canapé, Victoria raconta à Daniel sa dernière visite chez le médecin. La tumeur n'avait pas grossi depuis 6 semaines. Le traitement expérimental était prometteur. Ce n'était pas un remède, il n'y avait pas de remède, mais c'était le moment. Plus de temps qu'elle n'avait osé l'espérer. « Il parle d'1 an maintenant, dit-elle. Peut-être plus. » Le médecin a dit « Je réagis mieux que prévu. » Daniel la serra contre lui. « C'est incroyable, c'est merveilleux. Ce n'est pas pour toujours. Rien n'est éternel, mais 1 an, c'est 12 mois, 52 semaines, 365 jours où je peux me réveiller à tes côtés, m'endormir à tes côtés et construire quelque chose de significatif avec toi. » Victoria se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Je veux que Grace sache pour nous. Est-ce que ça te va? » Elle le sait déjà. Les enfants savent toujours. Daniel sourit. « Elle m'a demandé la semaine dernière si tu allais devenir sa nouvelle maman. » Victoria eut le souffle coupé. « Que lui as-tu répondu? » « Je lui ai dit que tu étais notre ami, que nous t'aimions et que quoi qu'il arrive, tu ferais toujours partie de notre famille. » De nouvelles larmes coulèrent sur les joues de Victoria. « Je n'aurais jamais pensé avoir une famille, une vraie, le genre de famille où les gens sont vraiment là, les uns pour les autres. Tu en as une maintenant, et nous ne partirons pas. » Dehors, la pluie de février s'était transformée en neige, recouvrant la ville d'un manteau blanc immaculé. À l'intérieur, 2 personnes, qui s'étaient trouvées dans la nuit la plus sombre de l'année, se serraient l'une contre l'autre et osaient croire en l'avenir. Daniel pensa au poids qu'il avait porté pendant 3 ans, le chagrin, la culpabilité, l'épuisement d'avoir survécu seul. Il n'avait pas disparu. Il ne disparaîtrait jamais complètement, mais il s'était transformé en quelque chose de supportable, partagé entre 2 cœurs au lieu d'en écraser un seul. Et Victoria, qui avait passé toute sa vie à construire des murs, s'était enfin autorisée à croire qu'elle méritait d'être aimée. Non pas pour son argent, son pouvoir ou ce qu'elle pouvait offrir, mais pour elle-même, imparfaite, effrayée, mourante, et pourtant digne d'être aimée. 2 mots avaient déclenché ce voyage. 2 mots simples prononcés sur un banc gelé par un inconnu qui avait vu sa souffrance et avait choisi de ne pas détourner le regard. « Je te vois. » En fin de compte, c'était cela qui comptait, se voir l'un l'autre, vraiment. Voir au-delà des masques, des défenses et de la peur. Choisir la connexion plutôt que l'isolement. Choisir l'amour plutôt que la sécurité. Choisir de se montrer encore et encore. Peu importe ce que cela coûterait. La route à parcourir serait difficile. La maladie de Victoria finirait par progresser. Il y aurait des jours difficiles, des conversations pénibles et du chagrin à la fin de chaque moment de joie. Mais il y aurait aussi des rires, un but dans la vie et une petite fille qui l'appelait avec joie. Il y aurait une fondation qui changerait des vies dans toute la ville. Il y aurait des moments de paix tranquille, d'amour féroce et le simple miracle d'être vu. Daniel Morrison était entré dans un parc la veille de Noël sans rien attendre d'autre que la solitude et avait trouvé à la place le début de tout. Victoria Chen s'était assise seule sur un banc gelé, s'attendant à mourir, et avait trouvé à la place une raison de vivre. Et Grace Morrison, âgée de 5 ans et pleine d'espoir, avait obtenu exactement ce qu'elle avait demandé au Père Noël dans cette lettre, écrite avec soin, en lettres bancales. Et son papa n'était plus triste. La neige continuait de tomber sur Paris, douce, silencieuse et pure, recouvrant les rues de blanc. Et dans une maison chaleureuse de Brooklyn, entourée de la lumière du feu, d'amour et de la promesse tranquille du lendemain, 2 cœurs qui avaient appris à se briser ont appris quelque chose d'encore plus important. Ils ont appris à se réparer ensemble.